Le XXe siècle a connu de nombreux bouleversements, des guerres, des révolutions, des atrocités inconcevables. Mais un événement, un mouvement, continue de projeter une ombre sur l'histoire, l'ascension et la chute de l'Allemagne nazie. Comment une nation, autrefois un phare de la culture et du progrès, a-t-elle pu sombrer dans une telle barbarie? La réponse se trouve dans l'idéologie tordue et l'ambition impitoyable du parti nazi, dirigé par un démagogue charismatique nommé Adolf Hitler. Descendre d'une Allemagne vaincue, meurtrie par l'humiliation de la Première Guerre mondiale et paralysée par les troubles économiques, une graine empoisonnée a pris racine. Le parti nazi, nourri par la ferveur nationaliste et les promesses d'un retour à la gloire, a offert un bouc émissaire pour les malheurs de l'Allemagne. Les minorités, les intellectuels, tous ceux qui étaient considérés comme différents. Leur message a trouvé un écho auprès des personnes désemparées, craintives et facilement manipulables. Leur ascension fut fulgurante et brutale. Par la propagande et l'intimidation, ils ont réduit au silence la dissidence et consolidé leur pouvoir. Leur emprise sur l'Allemagne s'est resserrée, transformant la nation en un État totalitaire où la peur et l'obéissance régnaient en maître. Le monde a observé avec horreur Hitler, l'architecte de ce cauchemar, resserrer son emprise sur le pouvoir, préparant le terrain à un conflit mondial qui allait coûter la vie à des millions de personnes. Les graines du nazisme ont été semées au lendemain de la Première Guerre mondiale, sur le terreau fertile de l'humiliation et du ressentiment allemand. Le traité de Versailles, signé en 1919, impose de lourdes sanctions à l'Allemagne, la dépouillant de ses territoires, de ses ressources et de sa fierté. Le peuple allemand, sous le choc de l'effondrement économique et de l'instabilité politique, cherchait des réponses, des coupables. De ce maelstrom de colère et de désespoir a émergé une pléthore de groupes extrémistes, chacun rivalisant pour le pouvoir. Parmi eux, le Parti ouvrier allemand, un petit groupe insignifiant, aux noms lourds et aux idées radicales. Fondé en 1919, le parti attire les anciens combattants mécontents, les nationalistes et les personnes déçues par la République de Weimar, la fragile démocratie allemande. L'un de ces anciens combattants était un jeune Adolf Hitler, un soldat décoré hanté par les tranchées et amer de la défaite de l'Allemagne. Enhardis par leur popularité croissante et encouragés par le chaos qui régnait en Allemagne, Hitler et ses partisans ont comploté pour s'emparer du pouvoir. Inspirés par la marche de Mussolini sur Rome, ils pensaient que le moment était venu d'une révolution similaire en Allemagne. Le 8 novembre 1923, Hitler et ses troupes d'assaut, armés et ivres de ferveur nationaliste, ont pris d'assaut une brasserie de Munich, dans l'intention de renverser le gouvernement bavarois. Le putsch de la brasserie, comme on l'a appelé, fut un désastre. La tentative de coup d'État était mal planifiée et maladroitement exécutée, dégénérant rapidement en chaos. Confrontés à la police armée, les putschistes furent dispersés, plusieurs furent tués et Hitler lui-même fut arrêté. Libéré de prison en 1924, Hitler retrouve une Allemagne en proie à la dépression économique. Le krach boursier de 1929 avait envoyé des ondes de choc à travers le monde, frappant l'Allemagne particulièrement durement. Le chômage explose, la pauvreté se répand comme une traînée de poudre et le désespoir ronge l'âme de la nation. C'est le terreau idéal pour l'extrémisme, le climat idéal pour l'épanouissement du parti nazi. Hitler, maître de la propagande, exploite à son avantage la peur et l'incertitude généralisée. Il offre des solutions simples à des problèmes complexes, des boucs émissaires pour les malheurs de l'Allemagne. Les Juifs, affirme-t-il, sont responsables des difficultés économiques de l'Allemagne, de la perte de la Première Guerre mondiale, de tous les maux de l'Allemagne. Sa rhétorique empoisonnée trouve un écho auprès des personnes privées de leurs droits, de celles qui cherchent désespérément quelqu'un, n'importe qui, à blâmer. « 30 janvier 1933, une date gravée dans les annales de l'histoire. Ce jour-là, Adolf Hitler, le fougueux démagogue, le maître de la manipulation, accède à la chancellerie de l'Allemagne. La République de Weimar, déjà fragilisée par les troubles économiques et l'instabilité politique, a fini par succomber à la vague nazie. C'est un tournant, un glas pour la démocratie allemande et le début d'un chapitre sombre de l'histoire de l'humanité. L'ascension au pouvoir d'Hitler a été rapide et astucieuse.
Par un mélange d'intimidation, de propagande et de manœuvres politiques, il a déjoué ses adversaires, exploitant les faiblesses d'une nation divisée et désespérée. Il a promis au peuple allemand l'ordre et la prospérité, un retour à la grandeur nationale. En retour, il exigeait une obéissance absolue. Le pouvoir absolu entre ses mains, Hitler s'est empressé de remodeler la société allemande à son image, une image déformée. Il a déclenché un règne de terreur, ciblant tous ceux qui osaient s'opposer à lui ou qui ne correspondaient pas à sa vision déformée d'une Allemagne racialement pure. Les instruments de l'oppression étaient très nombreux et impitoyables. La Gestapo, les SS, les camps de concentration. La Gestapo, la police secrète d'État, est devenue les yeux et les oreilles du régime, instillant la peur et écrasant la dissidence. Ils opéraient en toute impunité, arrêtant des personnes sans mandat, extorquant des aveux sous la torture et réduisant au silence toute voix qui osait s'élever contre le régime nazi. Personne n'était en sécurité, pas même dans l'intimité de son foyer. Vivre dans l'ombre de la peur. La vie quotidienne dans l'Allemagne nazie. La vie dans l'Allemagne nazie était une étude de contradictions. En apparence, il y avait un air de normalité. L'économie se redressait, les emplois étaient nombreux, et les rues étaient propres et ordonnées. La propagande, omniprésente et insidieuse, brossait le tableau d'une nation unie et forte, marchant vers un avenir glorieux sous la direction de son Führer infaillible. Mais sous le vernis de la normalité, la peur et la suspicion étaient latentes. Les dénonciations sont devenues monnaie courante, les voisins dénonçant les voisins, les enfants leurs parents. Un monde au bord du gouffre, de l'apaisement à la guerre. Alors que Hitler resserrait son emprise sur l'Allemagne, le monde observait avec un mélange d'appréhension et d'indifférence. La Société des Nations, créée au lendemain de la Première Guerre mondiale pour prévenir de futurs conflits, s'est avérée impuissante à l'arrêter. L'apaisement, cette croyance erronée selon laquelle les ambitions d'Hitler pouvaient être satisfaites par des concessions, est devenue la règle. En 1938, Hitler annexe l'Autriche, son pays natal, au Troisième Reich. L'Anschluss, comme on l'a appelé, n'a rencontré que peu de résistance de la part de la communauté internationale. Endardi par son succès, Hitler jette alors son dévolu sur la Tchécoslovaquie, exigeant l'annexion des Sudètes, une région à forte population allemande. Les accords de Munich, signés en septembre 1938 par l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, cèdent les Sudètes à l'Allemagne dans une tentative désespérée d'éviter la guerre. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, de retour de Munich, déclarait à qui voulait l'entendre qu'il avait obtenu la paix pour notre temps. Un continent englouti, la Blitzkrieg et la chute de la France. L'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Un conflit mondial qui allait faire des millions de victimes et redessiner l'ordre mondial. Les armées d'Hitler, équipées de chars, d'avions et d'une doctrine militaire impitoyablement efficace connue sous le nom de Blitzkrieg ou guerre éclair, ont balayé la Pologne avec une vitesse et une férocité terrifiantes. L'armée polonaise, dépassée en nombre et en armes, s'est battue courageusement, mais n'avait aucune chance face à l'assaut allemand. En quelques semaines, la Pologne fut écrasée, partagée entre l'Allemagne et l'Union soviétique, qui avaient signé un pacte secret de non-agression quelques semaines seulement avant le début de la guerre. La chute de la Pologne a choqué le monde. La Grande-Bretagne et la France, liées par un traité de défense de la souveraineté de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Deuxième partie, Opération Barbarossa, le front de l'Est et le tournant de la guerre. L'Europe occidentale étant sous son contrôle, Hitler se tourne vers l'Est, vers son objectif ultime, l'Union soviétique. Le 22 juin 1941, violant le pacte de non-agression qu'il avait signé avec Staline 2 ans plus tôt, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, la plus grande invasion militaire de l'histoire de l'humanité. 3 millions de soldats allemands, soutenus par leurs alliés de l'Axe, déferlent sur la frontière soviétique, prenant Staline et l'armée rouge au dépourvu. L'avance allemande initiale est rapide et brutale. Les forces soviétiques, mal préparées à l'assaut, sont repoussées sur tous les fronts. L'invasion de l'Union soviétique marque un tournant dans la guerre. Troisième partie, la solution finale, les horreurs de l'Holocauste dévoilées.
Alors que la guerre fait rage, derrière les lignes de front, le régime nazi mène une campagne systématique et sans précédent de génocide contre les Juifs d'Europe. La solution finale, comme on l'appelait avec cynisme, était l'aboutissement d'années d'idéologie nazie, d'antisémitisme et de haine raciale. De 1941 à 1945, les Juifs de toute l'Europe occupée par les nazis sont arrêtés, déportés vers des camps de concentration et systématiquement assassinés dans des chambres à gaz, fusillés par des escadrons de la mort ou morts d'épuisement au travail. L'ampleur de l'horreur est presque inimaginable. 6 millions de Juifs, hommes, femmes et enfants, ont été assassinés par les nazis et leurs collaborateurs, leurs vies éteintes dans un acte de barbarie sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le vent de la guerre tourne définitivement en faveur des Alliés en 1943. L'armée rouge, renforcée par l'aide américaine et britannique, repousse les Allemands sur le front de l'Est. À l'ouest, les Alliés débarquent en Sicile et en Italie, ouvrant un nouveau front. Le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie, la plus grande invasion amphibie de l'histoire, a lieu en France. Les forces alliées prennent d'assaut les plages de Normandie, brisant les défenses allemandes. La libération de Paris, en août 1944, est une joie immense, un symbole de la défaite imminente de l'Allemagne nazie. Mais la guerre est loin d'être terminée. Hitler ordonne à ses troupes de se battre jusqu'à la mort. Les dernières batailles de la guerre se déroulent dans les ruines de l'Allemagne elle-même. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide, mettant fin à son règne de terreur. Le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition devant les Alliés, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les armes se sont tues. Le monde, las de ces années de guerre, a lentement commencé à recoller les morceaux. Mais au milieu des ruines, une question fondamentale s'est posée. Comment tenir les architectes de ces souffrances inimaginables, responsables de leurs crimes? La réponse se trouve dans la pittoresque ville bavaroise de Nuremberg, où un procès historique allait se dérouler. À l'ombre du palais de justice dévasté, le tribunal militaire international s'est réuni le 20 novembre 1945. 24 hauts responsables nazis étaient accusés de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le procès de Nuremberg était sans précédent par son ampleur et sa signification. Le procès de Nuremberg s'est achevé en octobre 1946 par la condamnation à mort de 12 accusés, de 7 à des peines de prison et l'acquittement de 3 autres. Les peines prononcées, si elles ont permis de rendre une certaine justice aux victimes des crimes nazis, n'ont jamais pu réellement compenser les pertes et les souffrances incommensurables infligées au monde. Le monde est sorti de l'ombre de la Seconde Guerre mondiale à jamais changé. La carte politique de l'Europe a été redessinée, l'Allemagne étant divisée et occupée. Les Nations Unies ont été fondées sur les cendres de la Société des Nations, avec pour mandat de prévenir de futurs conflits et de promouvoir la coopération internationale. La guerre a laissé une marque indélébile sur la psyché mondiale. Les horreurs de l'Holocauste, l'extermination systématique de 6 millions de Juifs, ont contraint le monde à faire face aux profondeurs de la dépravation humaine. Le terme de génocide a été inventé pour décrire ce crime sans précédent, un rappel brutal que de telles atrocités ne doivent plus jamais se reproduire. La guerre a également inauguré une nouvelle ère de dynamique des puissances mondiales. Les États-Unis et l'Union soviétique sont devenus les deux superpuissances dominantes, leur rivalité façonnant les décennies qui ont suivi dans ce que l'on a appelé la guerre froide. L'Europe, autrefois au centre du pouvoir mondial, était désormais divisée par un rideau de fer, symbole frappant du fossé idéologique entre l'Est et l'Ouest. Les échos de la Seconde Guerre mondiale continuent de résonner aujourd'hui encore. Les leçons apprises, ou peut-être plus exactement, les leçons qui auraient dû être apprises, sont plus que jamais d'actualité. Les dangers du nationalisme, l'attrait séduisant de la démagogie, le pouvoir corrosif de la haine et de l'intolérance, autant de menaces qui continuent de nous hanter, bien que sous des formes différentes. Le spectre de l'Holocauste nous rappelle cruellement la fragilité de la civilisation, la facilité avec laquelle les sociétés peuvent sombrer dans la barbarie. Le meurtre systématique et industrialisé de millions de personnes, motivées par une idéologie toxique de haine raciale, est un avertissement brutal contre les dangers des préjugés et de la discrimination non maîtrisée. Le monde ne doit jamais oublier les victimes de la tyrannie nazie.
ni les sacrifices consentis par ceux qui se sont battus pour la vaincre. Nous leur devons de tirer les leçons des erreurs du passé, de rester vigilants face à toutes les formes d'intolérance et de construire un avenir où de telles horreurs ne se reproduiront jamais. Ce souvenir ne suffit pas, il faut agir. Nous devons nous opposer à la haine partout où nous la rencontrons, dénoncer l'injustice et œuvrer sans relâche à l'édification d'un monde plus juste et plus compatissant. Car, pour reprendre les mots de l'écrivain Elie Wiesel, rescapé de l'Holocauste, l'indifférence à mes yeux est la quintessence du mal.